Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci d'écouter cette rétrospective hebdomadaire de la semaine présentée par Jota Miratouzi, dont voici d'abord les principales articulations. Rétro Hebdo. Des réfugiés congolais fuyant la guerre à l'est de la République du Congo continuaient même cette semaine à affluer vers le Burundi. Ceux qui passaient la frontière de la Rusizi étaient accueillis dans un cas de transit de la 3e transversale de la zone Ndava dans la commune Bukinanyana de la province Bujumbura, et ceux qui franchissaient la frontière de Gatumba étaient accueillis là-bas même à Gatumba. Il s'est tenu au cours de cette semaine à Bujumbura un dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité. À cette occasion, le président de la République a déclaré que les conflits qui secouent l'Afrique sont provoqués par les géants de ce monde. Et encore d'un nouveau-né qui était placé dans un morgue à l'hôpital Roi-Kared le week-end écoulé a été porté disparu alors que sa famille était venue aux funérailles au début de cette semaine. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a déploré cette situation qu'elle a qualifiée d'inédite et demande des enquêtes sur cette disparition. Tout de suite, les détails. Rétro Hebdo. Des réfugiés congolais fuyant la guerre à l'est de la République démocratique du Congo continuaient à affluer vers le Burundi, même jusqu'à mercredi de la semaine en cours. Ceux qui passaient la frontière de la Rusizi étaient accueillis dans un cas de transit de la 3e transversale de la zone Ndava, commune Bukinanyana dans la province Bujumbura. Notre reporter a constaté que ces réfugiés vivaient dans des conditions très difficiles dans son camp, où certains y passent plusieurs jours. Dieudonné Nianzigami. De nombreux Congolais fuient la guerre et continuent d'affluer massivement vers le Burundi. Si la 3e transversale de la zone Ndava, on observe un mouvement inhabituel de personnes. Certains portent les affaires sur la tête et marchent à pied. D'autres arrivent à vélo, à moto ou encore à bord de véhicules escortés par la police, tandis que d'autres encore sont amenés par les humanitaires de la Croix-Rouge après avoir été retrouvés en difficulté en cours de route à cause de la longueur du trajet. Tout arrive dans une cité située nord-ouest de la 3e transversale en Ndava. Ceux qui sont déjà sur place sont très nombreux. Dans ce cas qui s'étend à perte de vie, les arrivants forment de longues files pour se faire enregistrer par les agents de l'ONAPRA, Office national chargé des réfugiés. On les dérive alors des tickets leur permettant de monter dans les véhicules qui les transportent vers d'autres camps de réfugiés à travers le pays. Ceux qui n'ont pas pu être enregistrés doivent attendre dans ce cas de transit où certains passent plusieurs jours dans des conditions très difficiles. Personne ne leur est encore venu en aide, indique-t-il. Pour avoir un abri, ils coupent des branches de palmiers à huile et se construisent des petits huttes, certains recouvertes de pages, d'autres non. Il y a ce qui manque, vous regardez là-bas, ni shitting ni quoi. Ils doivent partager en seule latrine construite à environ 1 mètre de profondeur, utilisée par les habitants d'au moins 5 tentes environnants. Ils craignent de contracter des maladies dues au manque d'hygiène, d'autant plus que l'eau est difficile à obtenir. Médecins sans frontières en fournit, mais en quantité suffisante. Au vu d'un grand nombre d'arrivants, ce qui pousse plusieurs réfugiés à aller puiser de l'eau en dehors du camp où ils craignent pour leur sécurité. Tout demande l'intervention d'organisations capables de les aider à obtenir les besoins essentiels à la vie. Je peux demander, nous pouvons demander l'endroit où nous allons se reposer et l'endroit où nous allons trouver de l'eau facilement, des médicaments et tout consort. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, avait récemment appelé les partenaires au développement du Burundi à soutenir le gouvernement afin qu'il puisse venir en aide à ces réfugiés. Ce même ministre a déclaré que plus de 30 000 réfugiés congolais sont déjà accueillis ces 3 dernières semaines.
Ceux qui franchissaient la frontière de Gatumba étaient accueillis là-bas même dans un site de Gatumba. Mais à partir de ce vendredi, ils ont commencé à être acheminés vers le camp de réfugiés de Bouagiriza à Ruigi à l'est du Burundi. Les Burundais qui avaient fui parmi eux ont été acheminés vers leur commune d'origine, mais tous demandent de l'aide. Olivier Cuizer. C'est un véhicule muni des réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. Ces réfugiés sont rassemblés dans un cas de transit de Gatumba juste à la brigade de la police. Lors de notre arrivée vers midi, nous avons constaté des réfugiés congolais en train de s'embarquer dans les camions pour être transportés dans un camp localisé à Buhumuz. Ces réfugiés s'embarquaient avec des matériels et d'autres équipements. De l'autre côté, nous sommes dans un terrain de football où il est rassemblé des réfugiés burundais qui étaient campés en République démocratique du Congo. Ces réfugiés et aussi qui ont été transportés ce vendredi vers les communes natales se réjouissent pour être réintégrés mais demandent les services habilités d'être suivis. L'assistant du directeur général du rapatriement et de la réintégration des rapatriés au sein du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Emmanuel Nachosanze, a fait savoir que leur mission n'est que la réintégration de cette population. Les statistiques des réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo qui sont à Gatumba restent actuellement inconnues. Au cours de cette semaine, le gouvernement burundais avait annoncé que plus de 30 000 réfugiés sont déjà arrivés sur le sol burundais suite aux affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Suite à cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le trafic à la frontière a été perturbé, que certains pensent que la frontière a été fermée, surtout à Gatumba. Les résidents de Gatumba disent n'avoir plus le droit d'approcher la frontière et demandent des éclaircissements sur cette situation. Encore une fois, Olivier Cuizera nous en dit plus. Nous sommes dans un bus vers la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo de Gatumba. Il est presque 11h. Nous arrivons dans un parking de Gatumba où nous sommes accueillis de bruit causé par le mouvement va-et-vient. En bas de ce parking, nous remarquons des concertinats mis au milieu de la route et les policiers qui sont à côté de cette barrière. Tout passager doit présenter une identité pour passer à cette barrière. Après avoir franchi cette barrière, nous acheminons toujours à la frontière. La route nationale numéro 4 qui aux alentours, il y a des arbres et herbes débordés d'eau. Ce ne sont que des militaires burundais qui font de navettes. De l'autre côté, on observe des réfugiés congolais qui sont à la recherche d'eau pour se laver. Un autre constat est que la circulation des engins n'est pas du tout réelle. À quelques 100 mètres de la frontière, nous remarquons une autre barrière des militaires et après avoir annoncé ce que nous cherchons, ces militaires nous ont empêchés de continuer jusqu'à la frontière car seule la police et les forces armées qui ont droit d'arriver à cet endroit. De notre retour au centre de Gatumba, nous avons approché certains résidents et ils nous ont parlé de leurs activités génératrices de revenus qui sont en situation critique en raison d'être empêchés d'arriver à la frontière de Gatumba. Alors que le gouvernement burundais n'a pas encore annoncé la situation actuelle de la frontière de Gatumba, ces résidents demandent aux autorités compétentes de réagir face à cette problématique. Ils plaident pour le redressement de cette situation. À ce sujet, nous avons contacté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement MESANV. La frontière de Gatumba semble être fermée depuis les combats entre les forces armées congolaises et le groupe rebelle du mouvement du M23 dans la ville d'Uvira au cours du début de cette semaine. Une ville qui jusqu'à présent est contrôlée par ce groupe rebelle après l'accord de paix récemment signé entre le Rwanda et le Congo à Washington en présence de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Et il s'est tenu jeudi et vendredi de cette semaine à Bujumbura au Burundi un dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité. À cette occasion, Ezekiel Nibigira, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC,
a exhorté les jeunes à promouvoir la paix au quotidien à travers des actions favorisant la collaboration et la cohésion sans discorde. Il les a également appelés à ne pas s'exclure des instances de prise de décision. Le programme des Nations Unies pour le développement a pour sa part annoncé qu'il continuera de soutenir les initiatives de développement portées par les jeunes. Et le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a déclaré au cours de ce dialogue que les conflits qui secouent l'Afrique sont provoqués par les géants de ce monde qui convoitent les ressources naturelles du continent. Il a donné l'exemple de la République démocratique du Congo et des pays du Sahel. Il a également expliqué que ces pays alimentent la guerre en Afrique de manière dissimulée dans l'ombre, notamment à travers des groupes terroristes qui attaquent certains pays africains, tandis que les fonds initialement destinés au développement de l'Afrique sont utilisés pour déstabiliser des gouvernements via les coups d'État. Il a souligné que le dialogue entre Africains devrait être prioritaire avant que des conflits n'éclatent, car une guerre fait reculer l'économie pendant plusieurs décennies. À ce titre, il avait appelé les jeunes à se placer au premier plan de ce dialogue, car il représente l'avenir de l'Afrique. On l'écoute. Aujourd'hui, presque toute l'Afrique est confrontée à une guerre géopolitique et idéologique de grande ampleur. L'Afrique est l'objet de convoitises multiformes. Mais pour pouvoir mettre la main sur les immenses richesses du continent, les géants de son monde attisent le feu et les conflits. Ils nous mènent une guerre de l'ombre. Ils ne se laissent pas voir, mais ils sont là, cachés, déguisés et ils nous distraient. Dans un tel contexte, les pays comme la RDC ici à côté, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et les autres pays du Sahel peuvent se retrouver confrontés à l'insécurité djihadiste pendant des années sans que la communauté internationale ou régionale n'intervienne. Des soulèvements populaires éclatent dans des pays traditionnellement très paisibles. Et à la fin, on découvre que l'argent qui était destiné à l'aide au développement a servi à financer le changement des régimes peu favorables aux intérêts des puissants. Nous avons donc besoin d'une Afrique en paix, mais également d'une Afrique debout et consciente des enjeux géopolitiques et géostratégiques d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous sommes réunis dans ce dialogue continental pour échanger sur comment éviter des guerres en Afrique en menant un combat contre tout ce qui peut être la cause des conflits en Afrique. Rétro Hebdo. Encore d'un nouveau-né placé le week-end passé dans un morgue de l'hôpital Roi-Carré de la mairie de Bujumbura a été porté disparu alors que sa famille était venue aux funérailles ce mercredi. Ses familles proches s'inquiètent de ce qu'elles qualifient de scandale et demandent que la justice soit faite. Et ce n'est pas la première fois qu'un pareil incident se produit à cet hôpital. Les détails avec Odilo Ngejiman. C'était vers l'avant-midi de ce mercredi quand les informations disent à la disparition d'un corps sans vie dans la morgue de l'hôpital Roi-Carré dans la ville de Bujumbura circulent aux environs de cette structure sanitaire. Lors de notre passage vers 11h, des groupes de 5 ou 6 personnes frustrées s'y observent. Nous avons demandé ce qui s'est passé et ils nous ont répondu qu'ils sont venus aux funérailles d'un nouveau-né décédé le week-end passé, mais dont son corps n'a pas été encore trouvé dans la morgue de cet hôpital. Soudainement, vers midi, nous constatons un groupe de 6 policiers qui entourent 3 employés de cet hôpital. Tout à coup, une femme sort d'un véhicule garé sur même place en criant, je cite, « Qu'on me donne au moins une partie du corps de mon enfant aîné pour que je puisse l'enterrer dignement », fin de citation, et commence à pleurer. Peu après, nous avons su que la femme en question était Aline Ndaikeza, mère de son nouveau-né, habitant de la zone Kinama dans la capitale économique Bujumbura. Tout près de là, son mari et père de son défunt restent silencieux. Alors qu'Aline Ndaikeza demandait le corps du défunt, d'autres femmes tentaient de la consoler, mais ces dernières n'ont pas pu aussi tenir les larmes. Des personnes proches de la famille endeuillée
se plaignent de cette disparition du corps du défunt, un phénomène inhabituel selon elle. Ces sources contactées s'inquiètent que le corps sans vie serait acheminé dans des sorcelleries. D'autres personnes assistées à cet événement douloureux déplorent la défaillance observée dans le personnel de l'hôpital Roi Khaled jusqu'à ce qu'un corps sans vie soit disparu alors qu'il était dans une morgue et demandent que la justice soit faite. Nous avons tenté de contacter certains responsables de cet hôpital sans succès. Pendant que la police arrête 3 employés de cet hôpital, elle affirme que les enquêtes sont en cours. Ce n'est pas la première fois que l'hôpital Roi Khaled de la mairie de Bujumbura soit cité dans de tels incidents. Le cas récent est de des femmes qui ont vu leur enfant interchangé par erreur en date du 28 octobre de l'année en cours et c'était la mort de l'un d'eux qui a révélé la vérité. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, déplore aussi cette situation et demande des enquêtes sur la disparition du dit corps pour que la responsabilité soit établie. Dans un interview accordé à notre rédaction, le président de la CNDH, Martin Blaise Nyaboho, a qualifié cette situation d'un fait inédit. Nyaboho signifie que cette situation peut ternir l'image du pays, en particulier cette structure sanitaire. On l'écoute. C'est une information que j'ai ramassée dans les réseaux sociaux qui m'a fort touché. Si un tel acte peut se faire pour une personne qui est morte-née et finalement dont le corps est disparu, c'est triste, c'est vraiment inhumain. En tant qu'organisation de la CNDH, tout d'abord nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille éprouvée et aussi interpellons l'administration de l'hôpital pour que des enquêtes puissent se faire le plus tôt possible pour que les auteurs de cette disparition puisse être traduit en justice et que une réparation soit faite à la famille éprouvée. On va même visiter l'hôpital et s'investiguer, voir si réellement les choses se sont passées. On va aussi constater l'attitude du travail de l'hôpital et on va surtout dialoguer avec l'administration de l'hôpital pour que quand même on puisse les rappeler des droits fondamentaux de la personne humaine vivante ou morte. Vous savez que même si une personne est morte, on dit on va l'enterrer dans sa dignité. Une telle disparition est incompréhensible. S'il y a des personnes qui sont chargées de la morgue, s'il y a des personnes qui sont payées par le gouvernement pour prendre soin de ces disparus et que la famille ne peut pas trouver sa personne, c'est vraiment triste. Et j'interpelle les agents des hôpitaux qu'ils fassent une attitude humaine pour que les gens qui sollicitent leurs services puissent être satisfaits. 3 stades, le stade Agasaka Dongozi, le camp municipal dans la ville de Bujumbura et le stade de la Sosumo à Rutana vont être dotés d'une pelouse synthétique et les travaux vont débuter avec la fin du mois d'avril de l'année 2026. L'annonce a été faite ce mardi par Élisée Niyubahwe, secrétaire général de la Fédération de football du Burundi, FFB, à l'issue de la visite effectuée au Burundi par une délégation de la FIFA du 5 au 8 décembre 2025 venue évaluer l'état de ces stades en vue de leur réhabilitation. Niyubahwe rassure les amateurs du football que ces infrastructures pourront accueillir les matchs du championnat national de la saison 2026-2027. Il confirme également que d'autres stades pourront être dotés de pelouses synthétiques dans les années à venir et dans le cadre du soutien de la FIFA. On l'écoute. Ce sont des projets en 2 catégories. Il y a la pose de la pelouse synthétique sur 2 terrains. C'est entre autres le terrain de Bujumbura, terrain communément appelé au camp municipal. Il y a le terrain du stade Agasaka Dongozi ainsi que le terrain de Sosumo à Rutana. L'autre catégorie concerne le centre technique de Mwaro. Donc l'objet c'était d'observer, de voir l'emplacement de ces terrains, l'emplacement de ces sites et de voir les travaux nécessaires. Et par la suite, l'expert FIFA, il va lancer un avis d'appel d'offres aux sociétés, aux entreprises qui peuvent venir construire ces terrains, donc ces infrastructures, donc après avoir gagné le marché.
Alors, pour les terrains déjà existants, les travaux pourront se terminer au mois d'octobre ou novembre. Et ce qui veut dire que la saison 2026-2027, les clubs pourront utiliser ces terrains synthétiques. Mais pour le centre technique, on devra attendre parce que ça demande beaucoup de travaux. Pour le cycle 2022-2026, on a choisi les 4 sites. Pour le cycle qui va suivre, le cycle forward vient juste après la Coupe du Monde. On pourra choisir d'autres terrains et d'autres sites comme Rumongue, comme Bururi ou d'autres contrées pour la construction ou bien la pose de ces pelouses synthétiques. Rétro Hebdo. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi se dit inquiet des violences dirigées envers les enseignants observées ces derniers jours. Antoine Manouma, président de la FENASEB, qui part de l'exemple de 2 enseignants victimes de ces cas, déplore que les auteurs sont souvent des éduqués et les autorités administratives. Manouma demande l'intervention de tout un chacun pour que de tels actes soient sanctionnés. Je vous propose de l'écoute. Les violences dirigées envers les enseignants se propagent à une vitesse incommensurable. L'enseignante dit non de Hakizimana Janine Swavis, de l'école fondamentale Janja, vient d'être la cible des actes barbares dont les auteurs sont des élèves de l'école fondamentale Sainte-Marie Assumpta de Mumuri, où elle avait été affectée pour assurer la surveillance des évaluations en réseau zonal dans la commune de Gitega. Les actes de violence dont l'enseignante Hakizimana Janine a été victime ont entraîné des blessures physiques ainsi que l'endommagement de son téléphone portable. Dans la commune de Rumonge, une enseignante bénévole, Dinodo Ndouimana Yvette, rentrée de service dans la soirée et est tombée dans une embuscade tendue par des malfaiteurs. Elle a subi des sévices de tout genre jusqu'à être admis à l'hôpital. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous dénonçons énergiquement ces actes ignobles dont les enseignants sont victimes. Nous saisissons de l'occasion pour demander aux autorités scolaires et de la magistrature d'user de leurs compétences pour que les responsables soient poursuivis en conformité avec la loi. Les victimes devaient bénéficier de soins gratuits et en dédommagement parce qu'elles étaient au service de la nation. Les actes de violence ont plusieurs sources. La jeunesse, les parents, les responsables scolaires, les enseignants, ainsi que les autorités administratives et politiques, qu'ils changent de mentalité pour plutôt appuyer l'enseignant. Même la coalition spéciale des enseignants pour la solidarité nationale dénonce de tels comportements dans un communiqué rendu public ce mardi. Le vice-président d'Ora Kosesona, Emmanuel Machandari, estime que si rien n'est fait pour décourager cela, cette attitude pourra hypothéquer la qualité de renseignement. Il demande ainsi l'intervention des partenaires de l'éducation, à savoir le ministère de l'Éducation, les parents et les administratifs, pour garantir le droit et la protection de l'enseignant, surtout de poursuivre les responsables des actes dont sont victimes les enseignants. Écoutez le vice-président de la Kosesona, Emmanuel Machandari. Face à ce comportement inquiétant, les syndicats regroupés au sein de la Fédération Kosesona demandent au ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique d'intervenir pour arrêter ce genre de comportement qui risque de ternir l'image du système éducatif du Burundi. Sanctionner d'une façon exemplaire les responsables scolaires à tous les niveaux qui affichent une incompétence face aux missions qui les sont assignées. De commanditer une enquête urgente pour établir une responsabilité de tous ceux qui seraient complices dans de tels actes. De supprimer la surveillance des examens en réseau pour que chaque enseignant reste dans son école d'affectation. Ce qui est arrivé à l'enseignante à leur présence, sans qu'il fasse un effort pour la sauver, pourra être le retour demain. Les syndicats demandent d'être toujours solidaires et de secourir les personnes en danger. Aux autorités administratives de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la sécurité de ceux qui sont en train de préparer l'avenir de leur famille et de la nation et de sanctionner d'une façon exemplaire les responsables des actes ignobles dont sont victimes nos collègues enseignants. Aux parents de prendre des précautions et d'agir après avoir pris le soin de s'informer. Un tel agissement à l'endroit d'un éducateur incite vos enfants
à adopter des comportements qui risquent de se tourner contre vous. Pour sa part, le syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi STEB lit cela à une forme d'endéressement du rôle parental en famille. Le président du STEB, Rémi Sengiumva, promet de s'associer aux autres syndicats pour lever comme un seul corps et bannir cette agression. Il a confié à notre rédaction lundi qu'il est désormais inconcevable que des enseignants soient maltraités par des enfants qu'ils servent au quotidien. On l'écoute. Il y a une mauvaise considération de l'enseignant aujourd'hui. Il y a une impunité qui est soutenue par certaines autorités scolaires. C'est inconcevable qu'un enfant fasse une faute, qu'un conseil de discipline prenne une décision de le punir et qu'un directeur communal revoie la décision. Imaginez un enfant qui a été puni par un corps professoral qui revient dans la classe disant que l'autorité supérieure l'a ramené. Nous regrettons que les parents, aujourd'hui, ne disciplinent pas leurs enfants comme avant. Il y a des parents qui envoient leurs enfants dans des internats. C'est-à-dire qu'ils veulent se débarrasser de ces enfants. Puis ce qui se passe dans des internats à Gitega, des élèves qui battent les enseignants. Un enfant qui bat un enseignant est capable de battre son père et sa mère. Il faut alors qu'on se lève ensemble, le ministère de l'Éducation, les enseignants, les directeurs, pour qu'on accepte que l'enfant soit puni, pour qu'on redresse à temps, parce que ça va remorquer une grande partie des élèves et ça sera difficile pour le pays plus tard. À vous entendre parler, vous semblez très dépassé par la situation. Quel espoir de nouveaux enseignants? Nous continuons notre solidarité. Au niveau des syndicats, nous allons voir nos enseignants. On saura quoi faire ensemble. On doit prendre des mesures pour qu'on ne soit pas battu à risque de mourir au travail sans que rien n'est en train d'être fait. C'est dépassant, c'est inconcevable, mais nous n'allons pas lâcher. Nous devons nous mettre ensemble avec les autres syndicats, avec nos enseignants pour prendre des décisions pour nous protéger. Quand un enseignant est déjà battu, il ne reviendra pas en classe motivé, il ne sera pas ami des enfants, il les verra comme des agresseurs. L'enfant qui n'est pas puni ne va pas étudier et ça sera un désordre très désordonné qui risque alors d'embraser tout le pays. Il faut alors qu'on se lève à temps. Ainsi s'achève cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité qui a été présentée par Jota Miratouzi. Merci de l'avoir suivi. Passez de bons moments. Au revoir. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité.